À 01h50, le 19 mai 1944, le lieutenant-commandant Walton Pendleton se tenait dans le centre d'information de combat exigu de l'USS England, observant son opérateur sonar suivre un contact se déplaçant à 6 nœuds, sous les eaux noires, au nord de Bougainville. 37 ans, première patrouille de guerre, en tant que commandant 0 sous-marin coulé. La marine impériale japonaise avait déployé 7 sous-marins en ligne d'éclairage à travers la route menant aux Mariannes. L'England était un escorteur de destroyer de classe Buckley, plus court de 77 pieds qu'un destroyer de flotte. La moitié de l'équipage était bâtie pour un seul but, chasser les sous-marins. Mais l'arme qui la distinguait était montée sur son pont, avant 24 mortiers, à tiges Spigot disposés en rangée. Les Britanniques l'appelaient le Hedgehog. Les projectiles étaient tirés 200 yards devant le navire en un motif circulaire. Détonateur à contact. Il n'explosait que s'il frappait quelque chose de solide. Les charges de profondeur tuaient des sous-marins depuis 3 décennies. On les roulait depuis la poupe, on réglait le détonateur hydrostatique sur la profondeur estimée. On espérait que le sous-marin serait encore là quand les charges atteindraient la profondeur de détonation. Les statistiques racontaient une histoire brutale. Les forces britanniques avaient lancé 5174 attaques à la charge de profondeur pendant la guerre. 85 destructions, confirmées une destruction pour 60 attaques. Le temps que les charges coulent, les sous-marins s'étaient déjà déplacés. Les explosions perturbèrent tellement l'eau que le sonar devenait inutilisable pendant 15 minutes. Les sous-marins s'échappaient dans le chaos. Le Hedgehog changea tout. Un tir vers l'avant permettait de maintenir le contact sonar tout au long de l'attaque. Des projectiles de 65 livres, contenant chacun 35 livres de torpex. Les ratés étaient silencieux. Aucune perturbation de l'eau. Aucun contact perdu. Mais les chiffres restaient à prouver. 5% de réussite lors des premiers essais. Les équipages n'avaient pas confiance. Les capitaines préféraient le tonnerre familier des charges de profondeur. Pendleton faisait confiance aux chiffres. Un coup au but de Hedgehog pour 5 attaques contre un coup au but de charge de profondeur pour 80. Les mathématiques étaient simples. La station radio de la flotte du Pacifique avait déchiffré 4 jours plus tôt la transmission du sous-marin japonais P-16. Destination Bouin. Heure d'arrivée 22h00 le 19 mai. Le renseignement était parfait. L'England et 2 navires jumeaux s'étaient positionnés le long de la route de l'IS-16. À présent, le contact était réel. Si vous voulez voir si la nouvelle arme de Pendleton fonctionnait vraiment contre les sous-marins japonais, mettez un « j'aime » tout de suite et abonnez-vous, car ce qui arrive ensuite est insensé. Revenons à Pendleton. L'opérateur, sonar, annonça la distance. 1500 yards. L'I-16 plongée. Évasion japonaise standard. Virages radicaux, variation de profondeur. Le commandant du sous-marin savait qu'il était traqué. Pendleton ordonna la première attaque au Hedgehog à 13h41. 24 projectiles arquèrent dans le ciel de l'après-midi, éclaboussèrent le Pacifique, coulèrent à 23 pieds par seconde. Silence. Raté. L'I-16 avait viré. La seconde attaque obtint un coup au but à 130 pieds. L'explosion souleva l'étrave de l'England. Pas suffisant. Troisième attaque ratée. Le sondeur révéla le problème. L'I-16 était descendu profond, 325 pieds, plus que l'estimation de Pendleton. Quatrième attaque, l'I-16 vira à l'intérieur du motif. Nouveau raté, 14h33. Cinquième attaque, 4 détonations, puis 6. Une énorme explosion sous-marine s'ensuivit.
L'onde de choc souleva la poupe de l'Angland hors de l'eau, renversa des marins. 20 minutes plus tard, des débris commencèrent à remonter. Huile bois tissu. L'I-16 avait disparu sans 7 hommes morts. Mais la station radio de la flotte du Pacifique avait déchiffré un autre message. 7 autres sous-marins japonais étaient alignés en patrouille au nord des îles de l'Amirauté, et l'England faisait route droit sur eux. Le commandant Hamilton Haines reçut le renseignement décrypté à Tulagi le 20 mai. La 7e flottille de sous-marins japonaise avait déployé 7 sous-marins de type KO le long d'une ligne désignée NA. Les sous-marins étaient placés à intervalles précis de l'île de Truk jusqu'aux eaux à l'ouest de Manus. RO 104, RO 101, RO 106, RO 108, RO 109, RO 112, RO 116. Chaque sous-marin embarquait 56 membres d'équipage. Leur mission détectait les groupes aéronavals américains se dirigeant vers les Mariannes ou les Palau. L'amiral Soemu Toyoda devait savoir où les Américains frapperaient ensuite. Les sous-marins éteignent ses yeux. Haines ordonna à l'England de rejoindre les escorteurs de destroyers George et Raby. 3 navires, 7 cibles. Les chances paraissaient impossibles, mais Pendleton avait prouvé quelque chose lors de ce premier engagement contre l'I-16. 5 attaques au Hedgehog, une destruction. 20% de réussite. 4 fois mieux que les premiers essais. L'arme fonctionnait. L'équipage lui faisait désormais confiance. Ils avaient entendu les explosions, vu les débris remonter, compté les nappes d'huile s'étendre sur le Pacifique. Le groupe de chasse quitta Pervis Bay le 21 mai. Formation standard, en ligne de front, 16 milliards entre les bâtiments dans l'obscurité. Balayage radar, toutes les 30 secondes. Sonar, en émission continue. Les sous-marins japonais gardèrent désormais le silence radio. Plus de transmissions à déchiffrer, plus de coordonnées précises. Le groupe chasseurs-tueurs devrait les trouver à l'ancienne. Détection électronique, patience, mathématiques. Pendleton étudiait les cartes dans sa cabine. La ligne NA s'étendait à travers les routes autrefois utilisées par l'amiral Halsey. Les Japonais étaient imprévisibles, ils placèrent leurs sous-marins là où les forces américaines étaient déjà passées, espérant qu'elles repasseraient par là. Mais la station radio de la flotte du Pacifique avait donné aux Américains un avantage que les Japonais ignoraient. Les Américains savaient exactement où se trouvait la ligne de surveillance. La seule question était le moment. Les schémas de patrouille des sous-marins étaient prévisibles surface la nuit pour recharger les batteries plongées. À l'aube, navigation en immersion, pendant la journée retour en surface après le coucher du soleil. La fenêtre de détection radar était étroite. Les sous-marins étaient invulnérables en surface, mais rapides. Un commandant de sous-marin pouvait plonger en 60 secondes, atteindre 200 pieds de profondeur en 3 minutes et disparaître dans les eaux noires. L'équipage de l'England s'était entraîné pour cela. Les opérateurs sonars pouvaient suivre un sous-marin en plongée, calculer la profondeur, estimer la vitesse, prédire la position. Les lanceurs de Hedgehog pouvaient être rechargés et tirés en 90 secondes, 24 projectiles, formant un cercle de 130 pieds de diamètre et de 30 pieds d'épaisseur. Chaque tir était un pari. Les détonateurs à contact signifiaient la certitude. Si les projectiles explosaient, ils avaient retouché quelque chose. S'ils restaient silencieux, ils avaient manqué. Les mathématiques étaient simples, mais brutales. 7 sous-marins, 56 hommes par sous-marin, soit 392 marins japonais au total. Une seule attaque au Hedgehog pouvait tous les tuer en 9 secondes. À 03h50 le 22 mai, le radar du George détecta un contact en surface
à 15 000 yards. Le premier sous-marin, le Héros 106, rechargeait ses batteries. Il ne vit jamais les escorteurs approcher. Le projecteur du George attrapa l'Héros 106 à la surface. Le sous-marin plongea aussitôt. L'eau de mer envahit ses ballasts. L'étrave s'inclina vers le bas. En 90 secondes, il était immergé. Le George tira son Hedgehog à 04h15. 24 projectiles éclaboussèrent l'eau sombre. Silence. Raté. L'Angland reprit le contact sonar à 04h25. Distance 1400 yards. Le Héros 106 filait en profondeur, effectuant des virages radicaux. Le commandant japonais connaissait les tactiques, virer à l'intérieur du motif d'attaque, changer constamment de profondeur, forcer les Américains à deviner. Pendleton ne devinait pas. Son opérateur, sonar, suivait chaque virage, annonçait les changements de profondeur, la distance et le relèvement. Les données alimentaient directement la solution de tir du Hedgehog. La première attaque manqua. Le Héros 106 avait viré de 32 pendant la descente des projectiles. 9 secondes suffisantes à un sous-marin pour se déplacer de 150 pieds. Deuxième attaque à 05h01. 24 projectiles formèrent leur cercle et coulèrent dans l'obscurité. 3 détonations puis une immense explosion sous-marine. L'onde de pression roula à la surface. La coque de l'England trembla. Le George et le Raby la ressentirent à 4000 yards. Au lever du soleil, la nappe d'huile faisait un demi-mille de large. Des débris flottaient, fragments métalliques, morceaux de bois. Aucun survivant. Deuxième victoire. 24 heures après, l'I-16, les 3 escorteurs, reformèrent leur ligne, espacés de 16 000 yards, poursuivant leur route vers le nord-est, le long de la ligne NA. Le prochain sous-marin était là, quelque part, le Héros 104, le Héros 105, ou l'un des 5 restants. Les commandants japonais maintenaient un strict silence radio, mais ils devaient refaire surface. À des heures prévisibles, les batteries exigeaient une recharge, les moteurs électriques de l'énergie, les diesels de l'air. À 06h00, le 23 mai, le radar du Raby détecta un autre contact en surface à 22 000 yards. Le contact plongea, avant identification. Le commandant japonais avait appris de la mort du Héros 106, resté profond, forçait les Américains à deviner la profondeur. Le Raby tira 4 attaques au Hedgehog à partir de 06h17, tous ratés. Le Héros 104 virait à l'intérieur des motifs. Le George tenta à son tour. Première attaque ratée à 07h17, deuxième, troisième, quatrième attaque, également manquée entre 07h30 et 08h10. Le commandant japonais était habile à chaque fois que les projectiles éclaboussaient au-dessus de lui, il virait changer de profondeur, rendant les calculs impossibles. Le commandant de division Haynes observa l'England approcher pour sa tentative. L'équipage de Pendleton avait 2 victoires, le Raby et le George aucune. Le schéma devenait évident. Les opérateurs sonars de l'England étaient meilleurs, ou son équipe Hedgehog plus rapide, ou les solutions de tir de Pendleton plus précises. Quelle qu'en soit la raison, l'England était le tueur du groupe de chasse. Haynes transmit 5 mots qui deviendraient légendaires dans la marine. « Oh, hell go ahead, England !»« Bon sang, vas-y, England !» La première attaque au Hedgehog de Pendleton manqua. Le Héros 104 vira, mais la seconde, à 08h34, enregistra 10 détonations, peut-être 12. Les explosions fusionnèrent en un rugissement continu. Des bruits de rupture suivirent le métal, qui se déchire cloison, qui s'effondre. Puis une explosion sous-marine majeure, 3 minutes plus tard. Les batteries du sous-marin avaient éclaté. De l'huile et des débris remontèrent à la surface.
à 10h45, troisième victoire. 72 heures, 3 sous-marins, 163 marins japonais morts. Et l'England avait encore 4 cibles devant elle. À 01h20, le 24 mai, le radar du George détecta le Héros 116 à la surface à 15 000 yards. Le sous-marin plongea à 01h30. L'England établit le contact sonar à 01h50. Le schéma se répétait, détection radar, plongée d'urgence, suivi sonar-attaque au Hedgehog. Mais le commandant du Héros 116 avait changé de tactique. Il resta à faible profondeur, à environ 150 pieds. La plupart des commandants de sous-marins plongeaient plus profondément, 300 400 pieds, pour mettre un maximum d'eau entre eux et la surface, un coussin de sécurité contre les explosions. Le commandant du Héros 116 fit le contraire. Il resta peu profond et effectua des virages brusques, pariant que les Américains réglaient leurs tirs pour des cibles plus profondes. Il perdit ce pari. L'opérateur, sonar de Pendleton, signala la faible profondeur et la solution de tir du Hedgehog fut ajustée instantanément. Première attaque à 02h14, 3 détonations, peut-être 5. Pas l'explosion massive des destructions précédentes, seulement le son de projectiles de 65 livres frappant la coque sous pression à 723 pieds par seconde, créant des trous de 3 pouces. À 150 pieds de profondeur, l'eau de mer pénètre dans un sous-marin à raison de 400 gallons par minute par trou de 3 pouces. Les bruits de rupture n'étaient pas forts, juste le gémissement du métal sous la pression. Le sous-marin s'enfonça davantage, plus de trous, plus d'eau, plus d'eau, plus de poids, plus de poids, plus de profondeur. À 300 pieds, la pression augmenta, encore l'eau s'engouffra. La température interne monta à 200 puis 300 degrés. Les poumons de l'équipage furent brûlés. En 6 minutes, tout l'équipage était mort. Le sous-marin continua à sombrer. De l'huile et des débris refirent surface à 07h02, après le lever du soleil. Petite quantité. La nappe d'huile s'étendit au cours des 24 heures suivantes sur plusieurs milles carrés. 56 marins japonais supplémentaires disparus. 4e victoire. 5 jours, 4 sous-marins. La nouvelle parvint à l'amiral Ernest King, au département de la marine à Washington, chef des opérations navales, l'homme qui commandait tous les navires de la flotte américaine. King lut les rapports d'action, un seul escorteur, de destroyer, 4 destructions, confirmées en 5 jours, avec une arme à laquelle la plupart des capitaines ne faisaient pas confiance. Il envoya un message à la 3e flotte, simple direct. There'll always be an England in the United States Navy. Il y aura toujours un England dans la marine des États-Unis. La phrase se répandit dans toute la flotte du Pacifique en quelques heures. L'England devenait célèbre, mais la célébrité apporta l'attention, et l'attention apporta de nouveaux ordres. Le 25 mai, l'amiral Halsey voulut retirer l'England de la chasse aux sous-marins et la réaffecter à l'escorte de porte-avions trop précieuses pour être risquée. 4 destructions avaient rendu son équipage expérimenté. Des équipages de ce niveau étaient rares, il fallait protéger l'atout. Le commandant Haynes refusa. 3 sous-marins restèrent sur la ligne NARO, 105 RO, 108 RO, 109. L'England en avait coulé 4 en 5 jours. Les mathématiques disaient qu'elle pouvait détruire les 3 restants en 3 jours de plus. La retirer maintenant laisserait la mission inachevée. Les sous-marins japonais continueraient à signaler les mouvements de la flotte américaine. L'avantage du renseignement serait perdu. Halsey accepta une patrouille supplémentaire. À 23h03, le 26 mai, le Rabi détecta au radar le Héros 108 à 15 milliards
à 110 milles marins au nord-est du port de Sadler. Le sous-marin plongea. L'England établit le contact sonar à 1650 yards. Le commandant japonais commit la même erreur que celui du héros Nances. Il resta à faible profondeur, effectua des virages radicaux, croyant que les Américains ne pouvaient pas le suivre. L'équipage de Pendleton avait traqué 4 sous-marins avant celui-ci. Il connaissait chaque tactique d'évasion, chaque changement de profondeur, chaque schéma de virage. Le Rabi manœuvra pour l'abattre, mais manqua sa cible avec le Hedgehog. Le commandant de division Haynes donna de nouveau l'ordre « Go ahead, England ». À 23h23, l'England lança son attaque au Hedgehog contre le Roe 108. 4 projectiles atteignirent la cible, peut-être 6. Les explosions furent si rapprochées qu'elles semblèrent n'en faire qu'une seule. Le héros 108 se disloqua immédiatement, pas d'inondation lente, pas de naufrage progressif. La coque pressurisée éclata à plusieurs points simultanément. Le sous-marin implosa. 56 hommes moururent en moins de 3 secondes, plus vite qu'ils ne purent comprendre ce qui se passait. 5e victoire. 6 jours. 5 sous-marins, 279 marins japonais morts. Au quartier général de la marine impériale japonaise, à Tokyo, l'amiral Toyoda examina les rapports de patrouille. 7 sous-marins déployés sur la ligne NA. 5 disparus. Aucun appel de détresse. Aucune transmission d'urgence. Juste le silence. Un sous-marin toutes les 24 heures. Le schéma était évident. Quelque chose détruisait ces sous-marins. Quelque chose de rapide, précis, que les commandants ne pouvaient éviter. Toyoda émit de nouveaux ordres aux 2 restants, Aero 105 et Aero 109, le 27 mai, nouvelle profondeur de patrouille, minimum 400 pieds. Nouveau protocole de surface, pas de recharge de batterie, sauf nécessité absolue. Nouvelle tactique d'évasion, naviguer en silence. Dès la première détection, sans manœuvre radicale. Les manœuvres radicales faisaient du bruit, et le bruit donnait aux opérateurs sonars de meilleures données de poursuite. Les Japonais apprenaient, mais ils apprenaient des erreurs de mort. L'England, le George et le Rabi continuèrent vers le nord-est. La ligne NA n'avait plus que 2 sous-marins, quelque part dans 3000 milles carrés d'océan. Les Américains avaient l'avantage. La station radio de la flotte du Pacifique interceptait encore les transmissions japonaises. Chaque message radio livrait des données de position. Chaque rapport de position révélait les schémas de patrouille, mais la situation tactique changeait. 5 destructions avaient épuisé une grande partie des munitions de Hedgehog de l'England. Chaque attaque consommait 24 projectiles. 5 attaques, cela faisait 120 projectiles tirés. L'England en transportait 240 au total. Il en restait 120. 5 attaques possibles encore, peut-être 6, si l'équipage faisait preuve d'une grande prudence. Et les sous-marins japonais s'adaptaient. Le 30 mai, le George détecta le Aero 105 au radar à 21h45. Le sous-marin plongea immédiatement, mais cette fois le commandant japonais tenta quelque chose de différent. Il descendit profond à 400 pieds, puis arrêta tous les moteurs, silence total. Aucun bruit d'hélice, aucune vibration mécanique, rien que le sonar puisse détecter. L'England établit un contact à 2200 yards, signal faible et intermittent. Le sous-marin bougeait à peine. Les opérateurs sonars appelèrent cela une « knuckle », une zone d'eau perturbée, produisant de faux échos. Le sous-marin pouvait se trouver n'importe où, dans un rayon de 200 yards du signal. Pendleton devait choisir tirer au Hedgehog sur un contact incertain, risquer un échec et gaspiller 24 projectiles précieux, ou attendre que le sous-marin bouge, abandonnant ainsi l'avantage tactique et laissant au commandant japonais le choix du moment de fuite.
Il choisit d'attendre. 4 heures passèrent. Le sous-marin resta silencieux. Puis à 2h30, le 31 mai, le signal se renforça. Le Héros 105 se déplaçait. Ses batteries étaient presque épuisées. Les moteurs électriques avaient besoin d'être rechargés. Le commandant n'avait plus le choix. Il devait remonter à la surface ou mourir. Mais il lui restait une dernière tactique, un ultime pari désespéré. Le Héros 105 fit surface à 3h15, mais pas là où l'England s'y attendait. Durant les 4 heures de silence, il avait dérivé avec le courant se déplaçant de 3000 par rapport à sa dernière position connue. Le radar du George le capta à 13 milliards, mauvaise direction, mauvais relèvement. Le groupe de chasse cherchait dans le mauvais secteur. Le temps que l'England se dirige vers le nouveau contact, le Héros 105 avait déjà replongé. Le commandant japonais s'était offert 90 secondes de recharge, 90 secondes de moteur diesel, de quoi regagner 10% de puissance et reprendre la fuite. L'England établit le contact sonar à 3h45. L'Héros 105 filait en profondeur et à vive allure, 6 nœuds cap au nord-est, s'éloignant du groupe de chasse. Le commandant japonais était habile peut-être le meilleur qu'ils aient affronté. Il avait étudié les attaques précédentes, appris des 5 sous-marins détruits, compris que rester profond et aller vite rendait les attaques au Hedgehog difficiles. Le problème, c'était les mathématiques. Les projectiles du Hedgehog descendaient à 23 pieds par seconde. À 400 pieds de profondeur, il leur fallait 17 secondes pour atteindre la cible. En 17 secondes, un sous-marin avançant à 6 nœuds parcourait environ 170 pieds. La solution de tir devait donc prédire où se trouverait la cible dans 17 secondes. Une erreur de calcul et le motif circulaire manquait complètement. La première attaque de Pendleton à 4h05 manqua la cible de 200 pieds. L'Héros 105 avait viré pendant la descente des projectiles. La deuxième attaque à 4h23 manqua de 100 pieds. Meilleure estimation, mais toujours fausse. Le sous-marin changeait de vitesse, 6 nœuds, puis 4, puis 6, à nouveau, rendant les calculs impossibles. L'England avait tiré 48 projectiles. Sur 120 restants, il en demeurait 72. 3 attaques de plus, peut-être 3 et demi, si l'équipage rechargeait avec soin. 3 chances supplémentaires pour détruire le Héros 105 avant de manquer de munitions. Le commandant de division Haynes observait depuis le George. Cet affrontement était différent. Les 5 sous-marins précédents avaient péri en 2 ou 3 attaques maximum. Le Héros 105 avait survécu à 2 assauts, se préparait à encaisser un 3e, voire un 4e. Le commandant japonais gagnait la partie mathématique. À 4h47, l'opérateur sonar de Pendleton détecta un motif, le Héros 105, virait toutes les 4 minutes 30 degrés à bâbord, puis 30 degrés à tribord, encore et encore. Le schéma était constant, prévisible. Le commandant japonais croyait être imprévisible, mais les humains ne le sont jamais. Ils retombent dans des habitudes. Pendleton ajusta la solution de tir, prévit le prochain virage et mena la cible de 200 pieds. 3e attaque au Hedgehog à 5h08. 24 projectiles s'abattirent sur le Pacifique s'enfonçant dans l'obscurité. 4 détonations, peut-être 5. Pas l'explosion colossale des précédentes victoires. La coque sous pression du Héros 105 fut percée, mais non détruite. Le sous-marin continuait à avancer, envahi par l'eau, mais encore flottant. Le commandant japonais exécutait les procédures d'urgence, souffler les ballasts, remonter à la surface, abandonner le navire, sauver l'équipage. Mais la 4e attaque de l'England, à 5h32, frappa avec 8 détonations.
Le sous-marin se disloqua. La remontée d'urgence s'interrompit. L'équipage ne revint jamais à la surface. De l'huile et des débris apparurent à 6h15 après le lever du soleil. 6e victoire. 12 jours. 6 sous-marins, 335 marins japonais morts. L'amiral Halsey reçut le rapport au quartier général de la 3e flotte. 6 sous-marins détruits en 12 jours. Un seul escorteur de destroyers. Un système d'armes auquel la plupart des capitaines ne croyaient pas. Le record était sans précédent, inégalé. Incroyable, mais vrai. Pourtant, un sous-marin restait encore l'Euro 109. L'amiral Halsey donna de nouveaux ordres le 1er juin, retirer immédiatement l'Angland de la chasse aux sous-marins. 6 destructions suffisaient. L'escorteur de destroyers avait prouvé l'efficacité du système Hedgehog et l'avait prouvé sans l'ombre d'un doute. Chaque escorteur de destroyers de la flotte du Pacifique recevrait désormais un entraînement révisé des tactiques mises à jour, des solutions de tir inspirées des rapports d'action de l'England. Mais le Euro 109 ne fut jamais retrouvé. Le sous-marin, ayant reçu l'avertissement de Toyoda après la perte du Euro 108, avait quitté sa zone de patrouille, plongeant profondément et silencieusement vers Truk. Il survécut à la guerre et se rendit en août 1945. Son équipage apprit des mois plus tard le massacre de la ligne NA6, de leur navire sœur détruit en 12 jours par un seul bâtiment, utilisant une arme dont ils n'avaient jamais entendu parler. La citation présidentielle d'unité arriva en juillet, l'un des 3 seuls escorteurs à recevoir cet honneur pendant toute la guerre. Le texte disait simplement « Pour héroïsme extraordinaire au combat contre des sous-marins ennemis japonais ». Les mots ne traduisèrent pas vraiment ce que l'équipage de l'Angland avait accompli. Les chiffres, eux, le faisaient. Les forces britanniques avaient lancé 5174 attaques à la charge de profondeur pendant la guerre, 85 destructions, confirmées soit 1,6% de réussite. Avant la patrouille de l'England, les attaques au Hedgehog affichaient un taux de 5% de succès, environ 26 attaques pour une destruction. L'England établit son record avec des chiffres bien supérieurs, 6 sous-marins, environ 15 attaques, au total 40% de réussite, 25 fois plus efficace que les charges de profondeur, 8 fois plus que la moyenne du Hedgehog. Le système devint standard sur tous les escorteurs de destroyers dès septembre 1944. Les protocoles d'entraînement furent révisés dans toute la flotte. Les opérateurs sonars étudièrent les techniques de poursuite de l'England. Les équipes de Hedgehog répétèrent ses méthodes de chargement. Les officiers de tir apprirent par cœur ses solutions de visée. Dans l'Atlantique, les Hedgehog coulèrent 47 U-boots allemands avant la fin de la guerre, 268 attaques, 47 destructions, soit 5% de réussite. Encore la meilleure arme anti-sous-marine du conflit. Mais aucun navire n'égala jamais le record de l'England, 6 sous-marins en 12 jours. Ni dans l'Atlantique, ni dans le Pacifique, ni dans aucun théâtre d'opération. Le lieutenant-commandant Pendleton reçut la Navy Cross en août 1944, une décoration unique pour 6 destructions. La citation mentionnait son génie tactique, la discipline de son équipage, l'efficacité du système d'armes, mais elle ne parlait pas de ce qui comptait le plus, les mathématiques. Pendleton avait fait confiance aux chiffres, quand d'autres capitaines faisaient confiance à la tradition. Il avait calculé ses solutions de tir quand d'autres se fiaient à leur instinct. Il avait prédit les mouvements ennemis quand d'autres devinaient. Les chiffres, eux, ne se trompaient pas. L'England continua son service d'escorte pendant l'été 1944, protection de convois couverture, de porte-avions patrouille, anti-sous-marine. Elle ne retrouva jamais un seul sous-marin,
ne tira plus jamais son Hedgehog au combat. Le 31 octobre 1944, un avion kamikaze la frappa dans le golfe de Leyte. La bombe pénétra dans la salle des machines, avant tua 37 membres d'équipage et en blessa 25. Les dégâts furent catastrophiques. Les réparations auraient pris 6 mois et coûté plus cher que la construction d'un navire neuf. La marine décida que l'England ne valait pas la peine d'être sauvée. Elle fut remorquée jusqu'à Manus Island, dépouillée de son équipement utile, puis vendue pour la ferraille. En novembre 1946, elle fut découpée dans un chantier de démolition. Le navire qui avait coulé 6 sous-marins en 12 jours finit sa vie en lame de rasoir et en boîte de conserve. Mais le record demeura et demeure encore aujourd'hui. Aucune unité ne l'a égalé. 80 ans plus tard, l'England reste le plus grand tueur de sous-marins de l'histoire navale. Walton Pendleton survécut à la guerre promue, commandant placé à la tête d'une division d'escorte en Alaska, passa la dernière année du conflit à traquer des sous-marins japonais dans le Pacifique Nord sans jamais en trouver. La guerre se termina en août 1945. Pendleton prit sa retraite en 1961, après 34 ans de service. Il mourut en 1973, à l'âge de 66 ans, enterré au cimetière national d'Arlington. Sa pierre tombale mentionne la Navy Cross, mais pas les 6 sous-marins ni les 12 jours qui changèrent la guerre navale. La marine tint sa promesse, en partie. En octobre 1960, le USS England, nouveau croiseur, lance-missile, numéro de coque DLG-22, reclassé plus tard. CG-22 fut mis en service. Il servit de 1962 à 1994, 32 ans plus longtemps que l'original. Mais quand le CG-22 fut désarmé, le nom England disparut de la flotte. La promesse de l'amiral King rompue, il n'y a plus eu de USS England depuis 1994. Le lanceur de Hedgehog original repose aujourd'hui dans les réserves du Musée national de la Marine des États-Unis, à Washington, D.C., rouillé, oublié. La plupart des visiteurs passent devant sans le remarquer. La plaque mentionne le taux de réussite de l'arme, mais ne parle ni de l'England, ni de Pendleton, ni des 12 jours qui prouvèrent que le système fonctionnait. Les archives japonaises retrouvées après la guerre confirmèrent les 6 destructions: I-16 RO 106, RO 104, RO 116, RO 108, RO 105. La position finale de chaque sous-marin correspondait exactement aux coordonnées d'attaque de l'England. 335 marins confirmés morts. La marine japonaise ne comprit jamais ce qui les avait tués aussi vite. Leur rapport d'action mentionnait des explosions au-dessus des voies d'eau, en dessous la mort, en quelques minutes. Mais personne ne survécut pour décrire le motif circulaire des projectiles, les détonateurs, à contact les mortiers, à lancement frontal qui maintenait le contact sonar pendant toute l'attaque. Les Britanniques avaient inventé le Hedgehog. Les Américains l'avaient perfectionné. L'England en fit la démonstration. Mais l'histoire, elle retient les porte-avions, les cuirassés, les destroyers flottes, les grands navires aux gros canons. Les escorteurs de destroyers, eux, étaient considérés comme jetables peu coûteux, à construire faciles à remplacer. 700 furent bâtis pendant la guerre. La plupart furent mis à la ferraille dans les 5 années qui suivirent la paix. L'England survécut 2 ans après la fin du conflit, démantelé à 2 ans et demi. Le navire qui avait coulé 6 sous-marins en 12 jours ne valait même pas le métal dont il était fait. Si cette histoire vous a touché, autant qu'elle nous a touchés, faites-moi une faveur. Cliquez sur « J'aime ». Chaque like indique à YouTube de montrer cette histoire à davantage de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons chaque semaine des histoires oubliées.
exhumés de vieux dossiers poussiéreux des récits de marins qui ont fait confiance aux mathématiques plutôt qu'à la tradition. De vraies personnes, un vrai héroïsme. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Êtes-vous au Texas, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous faites partie de ceux qui maintiennent vivante la mémoire de ces hommes. Dites-nous où vous êtes, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de faire en sorte que l'USS England et son équipage ne disparaissent pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés et grâce à vous, ils le sont.